Bonjour, nous nous étions quittés la dernière fois en programmation C# sur les présentations des nouveautés du C# 8. C'était il n'y a pas très longtemps et pourtant voici déjà une vidéo sur le C# 9. Alors ne vous trompez pas, il n'est pas sorti, simplement Microsoft a laissé passer des informations intéressantes sur ce qui nous attend au C# 9, donc je voulais vous présenter un petit peu ça. On va présenter ça sous Visual Studio Code qui bien sûr n'est pas actuellement compatible, donc il m'indiquera des erreurs de syntaxe, faut pas s'en occuper, c'est juste l'éditeur. Donc commençons. Là, il y a deux grandes nouveautés en fait intéressantes, deux axes majeurs. Un pattern record, c'est un travail sur des données qui ne changent pas, qui représente un état. C'est ce qu'on fait souvent quand on lit des données dans une base de données. On va voir ça en détail après. Et la deuxième, c'est l'amélioration d'expressions telles que le switch qui avait été introduite en C# 8. Enfin, on verra aussi quelques améliorations complémentaires qui peuvent être intéressantes. On va commencer par les propriétés d'initialisation seule. Alors, je vous mets un exemple de code là avec un copier-coller correspondant à du C# 8. Donc j'ai une classe product avec trois propriétés, int, string, double, id, name et price, et puis on fait une initialisation. Alors j'ai pas défini de constructeur, pourtant on a un constructeur par défaut, donc je peux faire new product parenthèse parenthèse. Je peux aussi utiliser cette forme-là, qui est le object initializer, qui est de plus en plus utilisé, il ne faut pas se le cacher, qui permet d'affecter directement les données. Donc ça, le C# 9 apporte rien de particulier là-dessus. Simplement, moi je désire que l'ID et le name ils soient fixés au début et qu'on ne puisse pas les changer avec le temps. Alors pour ça, normalement c'est assez simple. On fait ceci, on retire simplement le set et ils deviennent plus modifiables. Alors quand je dis plus modifiables, c'est pas tout à fait vrai. Si dans le constructeur, j'ai le droit d'écrire name, j'ai le droit d'écrire, alors le truc automatique est pas bon là, normalement il aurait dû mettre product ici, et puis j'ai pas de paramètres, moi. Hop. Donc j'ai le droit d'écrire name égale et lui affecter une valeur. Hein. Ça fonctionne. Par contre, là, ici, le name égale dans l'object initializer, il n'est pas bon, puisque l'object initializer se fait après l'appel du constructeur par défaut. Hein, on appelle le constructeur par défaut, il faut qu'il soit disponible, un constructeur vide, par défaut ou vide, enfin sans paramètres, et ensuite, derrière, il applique ces modifications-là. Donc là, typiquement, cette compilation-là ne fonctionnerait pas, il buterait sur ID et sur name. Donc c'est la première évolution qu'on va avoir en C# 9. Pour résoudre ça, on va simplement changer l'accesseur. On va remettre l'accesseur setGet, mais ce ne sera pas set. Ça va être get et init, un nouvel accesseur, qui bien sûr ici, comme cette version de Visual Studio Code ne le connaît pas, il me le laisse en blanc. Là, ici, ça va compiler. C'est-à-dire que j'ai le droit, effectivement, de le mettre dans l'initialisation avec ID et name. Par contre, après, si j'écris en ligne suivante p1.name égale quelque chose, ça, ce sera en erreur de compilation. Hein. Ça, ce sera erreur de compilation. Ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est la première chose. Le init qui est pratique parce que ça nous permet effectivement d'avoir des données qui sont spécifiées uniquement à l'initialisation, mais quand même de conserver la possibilité de passer par un object analyzer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est regarder comment ça fonctionne dans le cas d'utilisation de variables. Alors, de variables, qu'est-ce que j'en... De variables membres privées. Hein, c'est-à-dire que si je définis une variable privée entière ID, par exemple, et une variable privée en chaîne de caractères, alors je vais le faire que sur 1, ce sera plus simple pour le moment, donc l'ID, je vais modifier ici l'ID, celui-là, hop, on va reformater ça proprement, que ça ressemble un peu à du C#, à du Java. Alors, voilà, le get, il va renvoyer ID, donc j'utilise une syntaxe récente, hein, une syntaxe moderne, et là, simplement, je vais pouvoir faire je ne vais pas mettre le set, hein, puisque je suis en read-only, hein, c'est ce que je devrais mettre. Hein. Normalement, je devrais faire un set ID égale value. Hein.
comme ça renvoie aussi la valeur, je peux le mettre en tant que propriété propulsée. Simplement, si ici j'écris read only, on se retrouve avec le même problème. C'est valable dans le constructeur, c'est pas valable ici en initialisation. Donc, comment on résout ça? Vous devinez, c'est très simple. On remplace par init. C'est ça, init. Et effectivement, ici, ça va fonctionner. Maintenant, on va regarder, une fois qu'on a vu ça, on va regarder les records, parce qu'ils sont basés là-dessus. Je vais reprendre la classe d'origine, la classe product, comme elle était au départ en C#. Alors j'ai laissé le logo C# en haut, alors que j'ai fait du 9, c'est pas très propre. On va juste garder ça. Donc voilà, public classe. Alors oui, je l'ai passé en C# 9 ici pour reprendre notre exemple, avec le prix que j'ai aussi passé en initialisation seulement. Ça a plus de cohérence par ce que je vais vous expliquer ensuite, c'est-à-dire le mode data. Le mode data, c'est le mode qui dit que la classe est un enregistrement. Et donc, ça veut dire que l'objet entier est unmutable. On ne va pas pouvoir le modifier. Ça se fait de la façon suivante. On met ici data devant la classe. Et ça suffit à dire que la classe, elle ne sera pas modifiable. Dès l'instant où j'aurai créé un product avec data, je peux faire var p égale new product. Imaginons que je ne fournis pas les valeurs là, hein, on pourrait les fournir, mais voilà. p.name égale quelque chose, ça c'est pas possible. Hein. J'ai spécifié le truc. Alors je vais vous le dire, j'ai mis init ici. Si j'avais mis 7 là, ça marcherait pas non plus. Ça marcherait pas non plus parce que on est dans un data. C'est pas le init qui fait la modification. Dans ce cas-là, à quoi sert le init? En fait, le init, il servait dans l'exemple de début. Mais ici, il ne sert plus. C'est-à-dire que je vais pouvoir en fait écrire simplement, je vais pouvoir m'en passer, je vais pouvoir ne pas l'écrire. Je ne vous montre pas tout de suite comment, parce que je voudrais d'abord vous montrer comment on va se servir de ces enregistrements-là. Je vais déclarer un produit P1. Alors, je vais reprendre la déclaration de tout à l'heure. Attendez, je la retrouve sur mon exemple. Voilà, donc je vous remets la déclaration du produit P1, qui est possible puisque je suis en initialisation. Hein. D'ailleurs, je vais retirer si je retire le l'init, ça marche aussi. Hein. Maintenant, je vais déclarer un P2, un produit 2, qui va être égal à P1. Normalement, affectation, on est une classe, on n'est pas une structure, on fait l'affectation de la référence. Donc, il n'y a pas de... c'est du classique. Simplement, je vais utiliser une syntaxe un petit peu particulière parce que c'est pas exactement le même produit que j'ai, sinon ça ne sert à rien d'avoir l'équivalent. C'est un produit avec une variante que je vais indiquer avec la clause with. La clause with, elle prend une syntaxe qui est la même que l'object analyzer. Et je peux par exemple indiquer que l'id c'est le 2 et que celui-là, le price, il est à 100. Ah, j'étais à 15, à 18, allez, 18.0. Voilà, je suis venu utiliser le même objet, il a été copié, et j'ai changé la valeur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un système de clonage qui est mis en place. Ce système de clonage, il va copier P1 dans P2, donc il va déclarer une nouvelle instance de product, et il va venir faire une copie, champ par champ, de chaque élément. Alors c'est évidemment ce clonage, il peut ne pas nous plaire. En fait, c'est assez simple. Ce qui se passe, c'est que le compilateur génère la chose suivante. Il va générer à l'intérieur un protected product original, et il va faire une copie de tous les champs à l'intérieur. Au niveau de la compilation, hein, c'est bien le compilateur qui réalise ça, c'est pas l'environnement d'exécution. Donc en fait, tout simplement, si nous on veut pas du comportement par défaut, on redéfinit nous-mêmes protected product original, et ici on met le code qu'on veut réaliser. Du coup, quand le compilateur il va vouloir l'exécuter, il va voir que ça existe déjà, et il va pas le créer. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, vous avez vu qu'on a déjà quelque chose qui est un peu bizarre, parce que là, en fait, on a une copie, non pas de référence, mais une copie d'un objet avec un clonage. Ça veut dire que on peut se poser la question de l'égalité. Comment fonctionne l'égalité entre deux objets qui ont été créés? Oh, tiens, j'avais fait une petite erreur ici, c'est une virgule, hein, bien sûr. Donc, il y avait une petite question, c'est sur l'égalité de ça. Le compilateur, en fait, il va générer une surcharge de equals d'object.
comme qui dérive d'object. Et dans ce equals, il va faire une comparaison par valeur. C'est-à-dire que le égal, hein, c'est-à-dire ici le if p1 égale, enfin on va plutôt utiliser le equals. Hein. Donc voilà, j'utilise la syntaxe equals, if p1 equals p2, alors action. Et bien maintenant, en fait, il ne va pas comparer la référence. Il va comparer les valeurs qui sont à l'intérieur par la surcharge du equals. Bien entendu, si ça ne vous plaît pas, vous voulez reprendre la comparaison par référence, ou si vous voulez vous-même faire une comparaison particulière, rien ne vous empêche de surcharger de nouveau equals, et comme tout à l'heure, le compilateur, s'il voit que l'equals est déjà surchargé, il ne va pas en générer un par défaut. Si vous ne le faites pas, par défaut, sera basé sur les valeurs pour les structures. Alors comment on fait une comparaison sur la référence? Est-ce que ça reste possible? Oui, il existe tout simplement une autre méthode qui est surchargée également, qui s'appelle la méthode, alors ça doit être equals référence de mémoire, j'ai dû noter ça quelque part. Référence equals, bien sûr, dans l'autre sens. Hein. Et donc voilà, on a les deux pans des records. La première chose, c'est qu'on va le créer par clonage, et le deuxièmement, on va faire une comparaison par valeur. Vous voyez bien qu'on est dans un comportement qui n'est pas le comportement de classe habituel. On va bien vouloir dire j'ai un enregistrement, c'est un état, ça ne change pas. Si je veux faire quelque chose de nouveau, je le duplique avec une modification. Et ça représente un deuxième état. J'ai les deux états qui sont séparés et on peut faire des comparaisons entre chaque. Alors maintenant, je vais revenir un petit peu en arrière sur cette syntaxe qui était un peu lourde. En effet, le data, il me donne envie de dire à quoi sert de définir le init puisque j'ai déjà défini data. En fait, on peut faire beaucoup plus simple. On peut retirer tout ça et on peut le déclarer de cette façon-ci. Voilà, j'ai déclaré comme si c'était des variables membres. J'ai même pas été définir si c'était public ou privé, je laisse la valeur par défaut. Ça va me générer ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire ça va me générer une propriété publique avec le get et le init de base. Il n'y a pas besoin de l'écrire. Attention, ça ne marche que pour les classes qui sont en data. Bien sûr, si vous faites une classe normale, il ne générera pas ces propriétés. Ça restera une classe classique. Hein. Et j'ai bien employé le terme générer parce qu'encore une fois, c'est le compilateur qui, au moment de la compilation, va aller générer les propriétés parce qu'il voit que c'est une classe de type, c'est un data, un record. Voilà. Alors, bien entendu, il est possible d'utiliser une variable membre à l'intérieur pour pouvoir faire une variable privée. Je vous donne un exemple, je veux que le name ce soit une variable privée parce que je veux tout simplement faire une transformation sur le texte quand il est spécifié. Et bien, je change mon contenu, je garde mon int id, mon double price, je définis par contre une variable privée name avec un logique blanc souligné pour bien indiquer c'est du privé, et je crée la propriété public string avec le get qui renvoie name et le init qui fait le toUper invariant. Ça change rien du tout, puisque de toute façon, avec le int id et le double price, il génère des propriétés. C'est important de bien se rendre compte que c'est la génération de propriétés, que ce n'est pas des variables. Parce que quand vous allez faire des évolutions, par exemple, là j'avais effectivement name qui était défini sous la forme de string name. J'ai besoin de faire cette modification-là qu'on vient de faire. Je la fais. Je recompile mon exécutable. Je peux le déployer où je veux. Le binaire est resté compatible. En effet, comme le compilateur il génère des propriétés, ben là simplement il n'a pas eu besoin de la générer pour name. Mais avant que je le fasse, il l'avait déjà généré. Donc mon binaire, il déclarait déjà que c'était une propriété. Et donc je reste compatible ascendant avec l'existant. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention, ce ne sont pas des variables, même si la syntaxe qui est proposée permet de l'écrire beaucoup plus simplement sous la forme de variable. Eh bien, on va regarder maintenant, alors je vais revenir sur un int name plus simple que ça. J'avais mis string name, point virgule, je retire la variable privée. Et maintenant, j'aimerais bien regarder un petit peu comment ça marche pour la construction et la déconstruction. Le constructeur, il y en a un qui est généré par défaut. Je vais vous montrer à quoi il ressemble.
c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'il génère. Il génère quelque chose de ce genre-là. Alors, comme j'ai pas le compilateur, j'ai pas réellement, mais c'est ce que indique Microsoft, c'est-à-dire que ici j'ai donc créé le constructeur product avec en paramètre tous les champs, ID, name, price. Alors je ne sais pas quel nom il va utiliser, mais là j'ai mis des noms, les mêmes noms sans les majuscules. Et en fait, on utilise l'assignation par tuple. C'est-à-dire qu'on forme un tuple avec tous les paramètres qui sont passés, ID, name, price. On forme un tuple avec tous les variables membres du produit et on fait l'assignation. Et l'assignation tuple, ben, c'est quelque chose de très pratique puisque ça nous permet de tout assigner en une fois. Et donc il s'est utilisé ici directement. Alors bien sûr, on utilise la syntaxe exposée pour que ce soit plus simple, plus court. Et vous savez quoi? Le déconstructeur, il existe aussi et c'est exactement la même chose. Je vous l'indique ici. Le déconstructeur. Donc, vous voyez que là, on a donc c'est un void, et on a le ID, name, price, qui sont cette fois en sortie, c'est les out. Et qu'est-ce qu'on fait? Et bien en fait, on a utilisé les deux mêmes tuples, mais on les a inversés. Regardez, le premier, il était ici en affectation, du côté droit, c'est l'opérande droite de l'opérateur d'affectation, et ici c'est devenu l'opérande gauche de cet opérateur d'affectation. Et inversement, le tuple avec les noms de propriété, il était à gauche, il est devenu à droite. Voilà. Ce qui permet de faire les opérations de construction et de déconstruction naturellement. Alors je vous donne un petit exemple peut-être. Voilà, il est ici mon exemple. Alors je vais retirer cette... en fait je l'ai vu deux fois. Hein. Le constructeur, là j'utilise un constructeur... Ah oui non, pardon. C'est pour ça que je l'avais réécrit. Là j'utilisais l'Object Analyzer, là j'utilise le constructeur par défaut qui a été généré. Donc c'est un constructeur un peu plus sophistiqué que le constructeur par défaut habituel. D'habitude on a un constructeur sans paramètres. Là on a un constructeur par défaut avec les paramètres. Et j'ai pas besoin d'utiliser l'Object Analyzer. Donc product, je passe l'ID, la chaîne de caractères et le prix. Bien sûr, il faut bien étudier qu'est-ce qui est généré, parce que si on a des éléments de même type, il faut regarder dans quel ordre ils sont mis. Hein. Et ici, la déconstruction, donc je déclare des variables ID, name et price, sous forme de tuple, je l'affecte P1, et donc là j'utilise dans un console write-line, on voit bien qu'on peut utiliser séparément le name, l'ID et le price. Bref, de la déconstruction. Et ça, c'est automatique. Quand je dis que c'est automatique, c'est-à-dire que ces lignes-là, elles sont générées encore une fois, et que je n'ai pas besoin de le faire. Ça fonctionne aussi. Il nous reste à voir aussi sur les records, une partie intéressante, c'est l'héritage. Oui, bah oui, souvent c'est ce qu'on utilise. Je vais dériver ma classe product. Alors je vais retirer mes initialisations là, hop, voilà. Public data class dated product. Product, bien sûr, je dérive une classe de data, ça doit être une classe data. J'ai juste rajouté une date de début hein, pour mon produit. Vous remarquez que moi je l'ai défini comme une variable, mais c'est une propriété, puisque c'est une classe data. Donc ça va devenir une propriété. Maintenant, je vais créer des produits. Alors, je vous le mets en dessous. Voilà, je crée un produit daté, DP1, qui est un nouveau dated product. Alors, j'ai utilisé le constructeur en Object Analyzer parce que je ne veux pas forcément initialiser tous les champs. Bon, là, je l'ai fait, mais peu importe. Et je fais une assignation classique, c'est-à-dire que j'ai déclaré P3 égale dated product 1. Ok, là, il n'y a rien de spécial à vous dire. Ici, par contre, j'utilise la même chose, mais avec un with, c'est-à-dire que je change le prix lors de l'affectation. Donc, mon stage de plongée en eau douce, je lui donne un prix. Voilà, donc effectivement, P3 et P4, ils contiennent des dated products, mais il n'y a pas le start date dedans. C'est de l'héritage classique. Je veux dire, si vous remplacez ça par des classes normales, vous pouvez le mettre dans la classe dont on dérive, mais pas l'inverse. Pas l'inverse. Pourtant, ce serait bien pratique, parce que souvent, on récupère une donnée, par exemple de la base de données, et on voudrait pouvoir l'enrichir avec notre propre information pour pouvoir aller plus loin et faire des opérations, des variables soit temporaires, soit pour créer un nouvel enregistrement plus tard. Donc, je ne sais pas si c'est possible. Vu la logique d'héritage classique, ça ne devrait pas. Cependant, j'aimerais bien vous montrer un exemple de ce qu'on pourrait faire si c'était possible et quel intérêt ça aurait. Ici, je vous ai créé une classe, alors je retire ce qu'il y avait avant, une classe order, donc commande, avec les paramètres.
avec des paramètres, avec des variables membres. Là, je les ai pas mis, ça m'intéresse pas. Je la dérive dans une data class consolideOrder. Ah pardon, j'ai oublié d'indiquer que ça dérivait de order. Order, voilà. Et je lui ajoute un paramètre double qui est le toPay. C'est-à-dire qu'effectivement, cette information-là, le toPay, elle ne fait pas partie de la commande. Je ne sais pas si la commande, c'est la commande telle qu'elle était à son état d'origine. C'est un élément qui ne change pas. Le toPay, ça va dépendre des paiements qui sont autour. Donc, je vais faire un enrichissement par code. Ici, j'ai imaginé qu'on avait une fonction getOrder qui, avec un identifiant, renvoyait la commande. Voilà, voilà, j'ai récupéré la commande. Peu importe comment elle fonctionne. Ensuite, j'ai imaginé une méthode getPaymentsOfOrder qui va me récupérer les paiements d'une commande, où on passe l'ID de la commande en paramètre. Ok, donc c'est une collection, un payment. Donc le calcul de ce qu'il y a à payer, c'est le total de la commande moins la somme des montants de chaque paiement que je vous ai écrit ici. Donc bien sûr, paiement ne doit pas être vide. On fait la somme des montants de chaque paiement. Et si jamais il n'y avait aucun paiement, on renvoie 0. Voilà, on tient le total. Et donc, ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir créer une consolideOrder en partant de l'order et en rajoutant simplement le toPay. J'aurais effectivement enrichi mon objet et je pourrais le transférer à droite et à gauche pour continuer mes calculs et ce que j'ai à faire comme traitement derrière. Alors, comme je disais, les règles de la dérivation ne permettent pas de faire ça. Cependant, on ne fait pas une citation d'une référence, on fait une copie d'objet. On va copier order. Donc peut-être que Microsoft permettra, dans le compilateur, de faire ce genre de choses. Dernière petite chose sur l'héritage, comment elle fonctionne, l'égalité entre objets et hérités, comment on va pouvoir comparer, par exemple ici je comparais order et O et CO, eh bien il y a un equality contract, une méthode, alors je l'indique comme ça, je ne sais plus si c'est une interface, non c'est une méthode. Il y a la méthode equality contract qu'on peut implémenter, qu'on doit même implémenter, même s'il y a une implémentation par défaut, sur chaque classe héritante. Donc normalement sur consolideOrder, je pourrais mettre un equality contract et mettre à l'intérieur ce qu'il faut. Je ne peux pas vous donner d'exemple parce que tout simplement pour le moment ça n'a pas encore été diffusé, ou en tout cas pas à ma connaissance, je n'ai pas vu le code d'exemple sur ça, j'espère qu'on en apprendra plus bientôt. Voilà, je vais arrêter de vous embêter avec les records. Enfin, j'espère que ça ne vous embêtait pas, que ça vous intéressait plutôt, parce que c'est vraiment une nouvelle façon de voir. C'était un paradigme de programmation qu'on utilisait naturellement, mais où il fallait tout faire à la main. Il fallait tout indiquer qu'on ne pouvait pas écrire dedans, mettre des contrôles, faire les copies soi-même, tout ça. Voilà, donc c'est pas forcément le mode de fonctionnement qu'on va utiliser en permanence, mais c'est un mode qu'on retrouvait assez fréquemment. Et là, le fait qu'ils aient implémenté Skifroo pour le faire directement au niveau du compilateur, je trouve que c'est une approche qui est intéressante. Alors maintenant, je vais vous faire une petite parenthèse avant de passer sur les patterns. Je vais vous parler d'une petite amélioration très sympathique qui va aller très vite. Je vous montre, ça vous connaissez. C'est une classe de base, une entrée à un programme, l'entrée de base d'un programme console par exemple. On a donc un using system qui est la base. On crée une classe programme avec une entrée main qui est statique et dedans on fait quelque chose. Et bien en fait ça a été simplifié. On peut, mais c'est pas obligatoire hein, bien sûr, on peut l'écrire sous cette forme-ci. Alors je vous le mets en dessous pour pas gâcher, qu'on puisse comparer. On peut écrire ceci, tout simplement dans le fichier. Bah oui, je déclare pas la classe et je mets pas les fonctions, j'écris en global. J'ai écrit le using system et j'écris l'action que je veux faire à l'intérieur. Alors je ne sais pas comment il fonctionne derrière, je suppose qu'en réalité le compilateur génère la classe, le point d'entrée et qu'il met votre code à l'intérieur. Comme fait un peu Linkpad fait ce genre de choses, si vous connaissez. C'est pratique, mais on peut se poser des questions, c'est que est-ce qu'on ne perd pas en fonctionnalité? Non. Le retour de statut est toujours possible, donc j'ai le droit de faire un return avec un code d'erreur par exemple. On peut également utiliser les paramètres qu'on aurait passés ici, hein, string, crochet, args, ils sont disponibles. Donc ici, je pourrais faire
afficher le nombre d'arguments et la valeur des arguments en utilisant args. C'est un paramètre masqué, un peu magique. Et enfin, si je veux faire des appels asynchrones, alors, des appels asynchrones par défaut dans le static void main, normalement c'était pas permis, mais depuis récemment, alors, je ne sais plus quelle version de C#, ils avaient introduit la possibilité de modifier le main pour le faire. Et bien donc ici ça se retrouve, c'est possible, c'est-à-dire que ici j'ai le droit de faire des await et un appel de fonction async. Ça, j'ai le droit de le faire. C'est une petite aparté, ça ne changera pas la vie pour les programmeurs, mais voilà, ils ont fait ça. Repassons maintenant aux améliorations d'expression. Pour tester un type, hein, vous vous rappelez le switch, on pouvait l'écrire sous forme d'expression, et on pouvait tester des cas, des valeurs. La première chose qu'on peut tester, qui est améliorée, c'est le test dans le cas de type. Je vous mets l'exemple. Ici, je passe, alors je suis encore avec mes products et dated product. Je passe un product et je veux savoir s'il est daté. Pour ça, je fais p switch et je veux définir quel est le. Je veux faire le is, en fait, l'opérateur is. Pour ça, on doit indiquer le type, shop, et une variable s, et pouvoir utiliser la variable derrière, éventuellement s. Voilà, on peut l'utiliser. Là, dans cet exemple, si j'en ai pas besoin, on s'aperçoit, c'est simplement le fait de savoir que c'est un shop, un training ou un rental qui me permet d'envoyer ma réponse. J'ai pas besoin d'exploiter la valeur. Et bien, ça, c'est du C# 8. Et en C# 9, on a tout à fait le droit. Hein. C'est-à-dire que je peux écrire ça de la façon suivante. Hein. Je peux écrire p switch, ici shop false, training true et rental true directement. Petite amélioration, ça peut toujours être sympathique. Maintenant, plus intéressant, c'est qu'on va simplifier l'écriture des patterns de comparaison. Alors, les patterns de comparaison, c'est supérieur, inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal. On devait les écrire pareil, je veux connaître la caution, le montant de la caution pour un produit. Et je vais regarder en fonction du prix. Si le prix vaut 0, j'envoie 0, il n'y a pas de caution possible. Par contre, je veux regarder s'il est entre 0 et 10, inférieur à 10, je vais envoyer 5. Donc dans ce cas-là, je suis obligé de déclarer une variable, PR, qui sera la variable correspondant à p.price, et je peux écrire when PR supérieur à 10, inférieur à 10, pardon, et le résultat. Là, pour inférieur à 100, donc entre 10 et 100, et ici, quand il est supérieur à 100. Ici, je fais une multiplication. Et bien ça peut être beaucoup plus simple aussi en C# 9. Je vous montre le code C# 9. Je vais vous le mettre en dessous. Comme ça, on peut comparer directement. Voilà. J'ai pas déclaré la variable, j'ai pas déclaré le when, j'ai pas utilisé la variable. Je dis simplement quand c'est inférieur à 10, quand c'est inférieur à 100 et quand c'est supérieur ou égal à 100. Ici. C'est beaucoup plus clair quand même. Là, il faut comprendre cette syntaxe qui, grosso modo, sert à rien. Puisqu'effectivement, c'est dire, je veux poser ma condition porte sur ce qu'on est en train de tester dans le switch, qu'on est en train de regarder. Donc la création de la variable ici n'est pas très utile. Elle est permise, hein, donc ça reste compatible bien sûr avec C# 8. Et pour des cas plus compliqués où on veut récupérer des morceaux de la variable ou ce genre de choses, on va continuer à le créer. Mais n'empêche, le cas le plus simple et le plus courant, il permettra d'être écrit de façon beaucoup plus simple. Il est également possible maintenant de gérer le cas nul et non nul. Alors, le cas nul, c'est celui-ci. Hop, je mets ici nul, alors quand c'est nul, throw new argument exception, nul product name of p. Voilà, ça, c'était pas possible, ça existe maintenant. Ça évite d'ajouter un if en plus. Le fait d'ajouter un if en plus, ça me permet bien de rester dans une fonction explosée, de garder une expression et non pas une condition. Il est également possible de mettre un note nul. Hein. Alors bon, ça va pas très bien dans cet exemple-là. Il faudrait que je reprenne l'exemple d'avant. C'était celui-ci. Hop. Voilà. Et je vous mets donc ces deux cas à l'intérieur. Donc voilà, ici, si c'est nul, nul product, name of p, donc on envoie l'argument, l'exception parce qu'il était nul. S'il n'était pas nul, mais qui ne correspondait pas à un de ces types-là, je vais pouvoir dire que c'est un type de produit bien connu. Donc voilà. Et celui-là, du coup, ne sert pas à grand-chose puisque j'ai traité un petit peu tous les cas là. Pas besoin du default, ça joue un peu le même rôle là, dans l'occurrence. Mais il y a des cas où ça peut être intéressant. Le note, hein, cette syntaxe, note nulle, vous pouvez l'utiliser ailleurs.
Vous pouvez par exemple l'utiliser, il faut l'utiliser avec le is. Puisqu'effectivement ici on est dans une comparaison de type, hein. Vous voyez P is shop, P is training, P is rental, P is nul et P is not nul. Eh oui, is not nul, c'est-à-dire que j'ai le droit d'écrire ça. Maintenant, if P is not product. Donc dans les comparaisons de type, maintenant on a le droit d'utiliser ça. Et donc là c'était avec le nul, ici c'est avec la comparaison de type. On a également des nouvelles, alors c'est plus, voilà grosso modo sur le switch, on est déjà débordé un peu puisqu'ici on utilise le P is not nul, sur le switch j'ai terminé. Je vais vous indiquer d'autres nouveaux patterns qui sont intéressants, notamment on a la définition de type implicite qui a été étendue. C'est quoi un type implicite? C'est quand on va déclarer une variable et qu'on ne définit pas le type. Par exemple, var a égale new int, new int c'est idiot, hein, égale, on va le faire directement, égale 5, on sait que le a c'est un int, c'est lui qui l'a déduit. Hein. Par contre, quand on faisait var product, var p égale new product, hop, on savait que P était un product, mais c'est généralement pas vraiment recommandé de faire ça quand on peut les nommer les types. C'est plus intéressant de les nommer parce que quand il y a des modifications, au moins le code il réagit, il faut aller faire la modification, on n'est pas perdu. Et bien maintenant, on a le droit de faire ça. Ah ouais. Pire que ça, si je prends mes exemples de tout à l'heure, avec le constructeur de tout à l'heure, je peux écrire voilà, new, et vous voyez, j'ai même pas mis le type, je mets les paramètres, il appelle le constructeur, la variable est de type product, donc il va appeler le constructeur de product, celui où il y a, cette signature-là. Alors ça fait bizarre hein, à voir au début, mais bon, c'est juste une question d'habitude, parce que ça n'a rien de complexe. Enfin, je voudrais voir sur le cast, il y a des améliorations qui ont été faites. Regardez ceci qui n'était pas possible avant. Product P6 égale new dated product, vous vous rappelez, ça dérivé de product, point d'interrogation, point d'intuit, my product, c'est-à-dire qu'on prend l'un ou l'autre. Sauf qu'ils ne sont pas du même type, my dated product, my product, donc en C# classique, ça ne fonctionnait pas. Il fallait mettre un cast devant my dated product en my product, en product pour que ça puisse fonctionner. Et bien c'est pas nécessaire maintenant. Il s'aperçoit tout seul qu'ils ont un type de base commun des deux côtés de l'opérateur et en fait il considère donc que le résultat de l'opérande c'est un product. Ça tombe bien, on l'affecte dans un product, donc ça fonctionne. On peut également le faire avec nul, et ça c'est bien parce qu'avec le nul on avait parfois beaucoup de cas où il fallait mettre des castes parfois très longs pour rien. Ici, j'ai un entier nullable que je définis. Alors, j'ai une condition, je ne l'ai pas écrit, mais imaginez, j'ai une condition, et je peux affecter soit 0, soit nul. Maintenant, je peux effectivement affecter le nul sans avoir à faire des conditions. Moi, j'ai indiqué le cas ici chez Partner Talent, dans la version AOO Solidaire, où j'ai créé les versions qui sont les éditions d'AOO, qui sont un champ de bits, que j'utilise de plusieurs façons. J'utilise soit en tant qu'énumération, donc j'ai un enum, enum avec des valeurs correspondant aux puissances de 2 de mon champ de bits, et parfois je l'utilise en tant que byte parce que je vais faire des opérations logiques de type et ou entre eux. Et très souvent j'ai été obligé de faire des castes en fonction du type, et ça pouvait être très long. Quand la condition se compliquait, il y avait plusieurs cas à l'intérieur, le fait d'ajouter des castes partout, c'était vraiment pas évident. Et il y a des endroits où je devais vraiment me battre pour réussir à le faire. Je pense qu'avec cette version-là, quand je pourrai l'utiliser, ça passera, peut-être pas tout seul, mais ce sera beaucoup plus simple. Et enfin, dernière petite chose que je veux voir, c'est la possibilité de modifier le type de retour d'une méthode héritée. Oui, on peut faire ça, pas n'importe quand, hein, sinon on va avoir des problèmes d'objets. Je vous mets un exemple. J'ai une classe abstract, j'ai oublié le abstract, il me semble qu'il faut mettre classe quand même, hein. Sinon il ne va pas aimer. Voilà, une classe abstract, price, une classe grade price, donc grille tarifaire, qui hérite de price, parce qu'une grille tarifaire c'est un type de tarification. J'ai créé également une classe abstract product qui définit une méthode abstract qui permet de renvoyer le prix, et ça renvoie un price, logique.
Maintenant, quand je définis la classe GridePriceProduct, qui hérite de product, je peux overrider le getPrice, mais je peux lui dire que le type de retour, ce ne sera pas un price, ce sera un GridePrice. Et j'ai le droit de le faire uniquement parce que GridePrice, il dérive de price. C'est-à-dire que j'ai fait une spécialisation. Price est le générique de GridePrice et GridePrice est le spécifique de Price. À ce moment-là, je peux spécifier ceci de façon à ce que ce soit plus propre. Ça va m'éviter de faire un cast, c'est plus lisible quand on lit la grille, et par contre, les mécanismes d'héritage sont conservés. Il n'y a pas de rupture de fonctionnement. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur le C# 9, c'est déjà pas mal. Je suppose que si on fait encore des vidéos à cette époque-là, quand le C# 9 sortira, je referai une vidéo avec la même chose peut-être plus approfondie et avec des exemples qui cette fois fonctionneront réellement. Je doute pas que le compilateur est disponible, hein, peut-être avec des insiders ou peut-être même en bêta, je sais pas trop, je me suis pas penché sur la question. J'ai préféré vous faire la vidéo tout de suite pour que vous ayez un aperçu de ce qui nous attend. Voilà, à bientôt!